On a un petit peu de temps pour parler de la maladie thromboembolique veineuse. Euh, Diaporama, c'est une de mes collègues. Enfin, actuellement, c'est un cours que fait une de mes collègues. Elle a la capacité de le faire. Donc, c'est pour ça que je l'ai suppléé. L'idée aussi, c'est d'échanger pas mal autour de cette maladie. Vous allez être amené dans votre carrière. Oui. Dans votre carrière, vous ne serez pas forcément beaucoup confronté à des cas curatifs, vraiment à des maladies thromboemboliques. Vous n'en verrez peut-être pas beaucoup en fonction des services ou de l'activité que vous aurez. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans le cadre de la prévention, vous aurez un rôle très important et ce sera une bonne partie de votre activité de prévenir cette maladie. Euh, on, on passe à côté à chaque fois qu'on n'y pense pas. Donc, c'est toujours quelque chose qu'il faut avoir en arrière-pensée. Et il y a plein de situations cliniques où il faut effectivement se mettre dans la situation de pouvoir prévenir cette pathologie qui a des conséquences, qui peut avoir des conséquences dramatiques, alors que finalement sa prévention n'est pas si compliquée. C'est quoi la définition d'une veine? Ouais, c'est quoi une veine? D'accord. Du coup, c'est tous les vaisseaux qui vont vers le cœur. C'est pas une question d'oxygène dans le sang. On est d'accord. Vous connaissez des veines qui transportent du sang oxygéné? Ah, si, les veines pulmonaires. Donc, c'est bien. Et donc, les artères, à l'inverse, c'est toutes celles qui partent du cœur gauche, hein, parce que, effectivement, c'est le cœur gauche qui prédomine. Et donc, il y a des artères qui ont du sang désoxygéné, c'est les artères pulmonaires. Oui, les artères pulmonaires véhiculent du sang désoxygéné. Donc, hein, bien, bien retenir que on va s'intéresser à tout ce qui ramène du sang vers le cœur, plutôt vers le cœur gauche, mais en passant effectivement par le cœur droit avant. L'anatomie veineuse, vous avez fait, enfin, c'est pas très compliqué. Dans beaucoup d'endroits, il y a deux veines pour une artère. Au niveau des membres inférieurs, c'est plutôt une veine par artère. La maladie thromboembolique veineuse, donc ça regroupe deux choses, la thrombose et l'embolie. La thrombose veineuse, c'est une oblitération plus ou moins étendue et plus ou moins complète d'une veine par un thrombus, hein, un caillot sanguin, et qui est de nature fibrinocruorique, c'est-à-dire qu'il s'est formé de la fibrine dedans et dans laquelle cette fibrine, il y a des plaquettes qui sont agrégées. Et puis l'embolie, c'est quand le thrombus va se détacher, se désagréger et partir au fil de la circulation. Et il va s'arrêter une fois qu'il arrive dans un vaisseau dont la taille est inférieure à sa taille à lui. C'est pour ça que, en fait, on parle d'embolie pulmonaire, c'est parce que la circulation pulmonaire, c'est un filtre. Et une fois que ça arrive dans la circulation pulmonaire, les caillots, ils ne passent pas. Ils nous protègent d'avoir des emboles plus graves. Vous avez une idée de ce que j'entends par embole plus grave s'il n'y avait pas la circulation pulmonaire comme filtre? Exactement. Donc, si ça passe dans la circulation systémique, AVC ou infarctus, hein, infarctus splénique, rénal ou cérébral. Donc, le caillot, il se forme au niveau des jambes, dans l'immense majorité des cas. Il va migrer et il peut atterrir au niveau de la circulation pulmonaire. Un caillot dans les jambes, ça ne fait pas mourir. Thrombose veineuse profonde, même très étendue, ce n'est pas une pathologie létale. Ce qui met en jeu le pronostic vital, c'est une fois que le caillot va migrer et va aller obstruer
des branches de l'artère pulmonaire et empêcher l'oxygénation correcte du sang. Donc, il y a deux circulations veineuses au niveau des jambes, hein. Il y a la circulation veineuse superficielle et la circulation veineuse profonde. Dans les deux, il peut se former des caillots, mais normalement, les caillots, la thrombose veineuse superficielle au niveau des jambes n'entraîne pas d'embolie pulmonaire, parce qu'il y a des raccordements qui font que les gros caillots ne peuvent pas passer. Ils vont entraîner des petits thrombus, mais qui normalement ne donnent pas d'embolie pulmonaire. Mais quand même, la thrombose veineuse superficielle peut s'étendre au réseau veineux profond et à ce moment-là occasionner une embolie. La veine fémorale superficielle, elle fait partie du réseau veineux profond ou superficiel? Un piège, forcément. Du réseau profond. La veine fémorale superficielle, c'est la plus grosse des veines des membres inférieurs, hein, et alors que la veine fémorale profonde est moins étendue, plus petite. Là, sur le schéma, ça, c'est la veine fémorale superficielle. Donc, c'est une maladie qui est quand même assez fréquente. C'est pour ça qu'on cherche à la prévenir et à la dépister, et surtout à la prévenir. Donc, vous voyez, il y a pour 1000 habitants 1,2 thromboses veineuses profondes, et à peu près la moitié de ces thromboses veineuses profondes vont faire une embolie pulmonaire. La prévalence, elle va augmenter avec l'âge, et c'est plus fréquent chez les femmes. Donc, les complications aiguës, ben, c'est celles liées à l'embolie pulmonaire. Il y a des complications, on verra, de la thrombose veineuse profonde, mais qui sont plus des complications fonctionnelles. Quand il n'y a pas d'embolie pulmonaire, c'est plutôt d'ordre fonctionnel, en dehors de la phlébite bleue, qui est un cas un peu particulier, mais qu'on voit quand même rarement. Et ça peut aller jusqu'au décès dans l'embolie pulmonaire, dans 10% des cas, hein, donc c'est quand même une pathologie. Alors, ça va vous paraître moindre que l'œdème pulmonaire, mais ça, par contre, ça touche des gens des fois plus jeunes, et on a tous dans nos expériences professionnelles des cas dramatiques d'embolie pulmonaire. Je peux vous dire que moi, j'en ai quelques-unes dont je me souviens, et notamment dans le péripartum, où c'est quand même les femmes sont très exposées à la maladie thromboembolique. Et moi, dans ma carrière, j'ai vu 2 jeunes femmes mourir en postpartum d'embolie pulmonaire. Et bah, c'est probablement les pires expériences que j'ai pu vivre, hein, parce que quand vous allez annoncer au papa qu'il est veuf et que soit le bébé bah, il va voir l'élever tout seul, ou qu'il est veuf, qu'il a aussi perdu le fœtus, c'est des situations qui sont très difficiles. Donc ça, c'est les complications aiguës. Et puis, il y a des complications chroniques, c'est-à-dire que la thrombose veineuse profonde, elle peut entraîner une maladie une maladie post-phlébitique, et donc une insuffisance veineuse qui va être très handicapante pour le patient. Et puis, l'embolie pulmonaire peut entraîner un cœur pulmonaire chronique et une hypertension artérielle pulmonaire, qui là, du coup, n'aura rien à voir avec celle de l'insuffisance cardiaque gauche qu'on a vue, puisque là, si on va mesurer la pression dans l'oreillette gauche, elle est normale. L'hypertension pulmonaire, elle est en amont, elle est avant les veines pulmonaires, elle est du fait de la raréfaction des capillaires et des artères pulmonaires qui sont obstruées. Et puis, c'est une maladie qui récidive, hein. Il y a 5% de récidive par an. D'abord parce que les gens qui font une embolie ou une thrombose veineuse profonde, souvent, c'est parce qu'ils ont une prédisposition à fabriquer du caillot. Là, tous, comme on est à l'heure actuelle, on fabrique et on détruit du caillot en permanence. Et c'est cet équilibre qui fait qu'on ne prend pas en gelée et qu'à l'inverse, on ne meurt pas d'une hémorragie massive non plus. C'est-à-dire qu'on a des micro-saignements qui se font et qui se colmatent, donc on forme du caillot tout le temps.
et on a la capacité à les détruire. Et quand on fait une thrombose veineuse profonde, eh bien, en fait, c'est que ce système qui est en équilibre stable se déstabilise et ça va favoriser la formation de caillots. Et à ce moment-là, souvent, ça peut être un espèce de cercle vicieux, le caillot entraînant lui-même la formation d'autres caillots. Et c'est ça qu'on va essayer d'enrayer avec le traitement. Le traitement anticoagulant, il ne va pas tellement dissoudre les caillots. Hein, pour ça, il faut utiliser des médicaments plus puissants, mais il va rétablir l'équilibre, faire en sorte que la destruction du caillot puisse reprendre le dessus sur la formation. Et puis, il y a souvent les thromboses veineuses profondes et les embolies pulmonaires sont associées à des pathologies chroniques et notamment le cancer, hein, les pathologies néoplasiques. Et donc, ça, tant qu'on n'a pas traité la pathologie, le risque de récidive reste présent. Donc, c'est un vrai problème de santé publique. Non, c'est pas ça qu'il faut le faire. Donc, comment ça se fait qu'on va fabriquer du caillot à l'intérieur d'une veine où normalement ça ne va pas avoir lieu? Eh bien, il y a trois raisons à ça. La première, c'est la stase sanguine. Là, en ce moment, vous êtes en situation de former du caillot puisque vous êtes assis, sans bouger. Qu'est-ce qui fait que la colonne de sang réussit à remonter depuis vos pieds vers le cœur? Il y a l'aspiration, hein, puisque le cœur, une fois qu'il s'est contracté et qu'il se relâche, ça va aspirer. Donc, c'est ça qui va faire remonter la colonne de sang. Et puis, beaucoup, ça va être la contraction musculaire. C'est pour ça qu'on dit que si on a un long déplacement en voiture ou en avion, eh ben, il faut se lever de temps en temps parce que la contraction des muscles va permettre à la colonne de sang de remonter, hein, puisque ça va comprimer les veines profondes. Les veines superficielles ne sont pas intéressées par ça. C'est pour ça que pour les veines superficielles, on va plutôt proposer de la contention, puisque elles sont euh, accessibles à la contention qui va, elle, avoir peu d'influence sur la stase veineuse. Il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a dans les veines qui permet au sang de ne pas redescendre vers le bas? Les valvules, hein. Il y a des valvules qui sont étagées, sont tout le long, et qui vont empêcher le sang de retomber vers le bas. Et c'est elles qui peuvent être endommagées justement lors d'une thrombose veineuse profonde et qui peuvent déclencher une maladie post-phlébitique. Donc ça, c'est plutôt mécanique, c'est le fait de ne pas bouger, d'avoir d'être habité et aussi, alors surtout si vous êtes plâtré, une immobilisation, surtout si vous n'avez pas le droit à l'appui. Hein, sans être plâtré, quelqu'un qui a une immobilisation de la cheville et qui n'a pas le droit à l'appui, il n'y a plus du tout de pression et de contraction musculaire pour faire remonter la colonne de sang. Donc là, on va le mettre sans qu'il ait d'autres facteurs de risque sous traitement anticoagulant parce que le risque de phlébite va être très élevé. Donc ça, c'est le premier mécanisme. Le deuxième, c'est l'hypercoagulabilité. Donc ça, soit elle est innée, vous avez un déficit en un facteur de dégradation de la fibrine ou des facteurs décoagulants. Et ça, souvent, on le sait finalement assez vite parce que ça entraîne des soucis rapidement. Et souvent, c'est des formes héréditaires. Donc, les hypercoagulabilités qui sont congénitales, finalement, c'est relativement rare et ça se détecte assez facilement, théoriquement. Enfin, s'il faut y penser devant une thrombose veineuse qui survient sans cause. Et puis, il y a tous les facteurs euh, inflammatoires, donc une situation comment, euh, de cancer, une pathologie inflammatoire. À partir du moment où il y a une grosse inflammation, plus de globules blancs, on va aussi fabriquer plus de platelets. On est dans une situation d'hypercoagulabilité. Il y a les maladies hématologiques aussi, hein, les gens qui ont une maladie de Vaquez ou une thrombophilie, pardon, une hyperplaquétose, vont avoir une tendance à l'hypercoagulabilité. Et donc, ça peut être une indication à une anticoagulation définitive à vie. Et puis, la troisième euh, cause qui va agir, c'est la lésion pariétale directement. Si vous avez une compression de la veine
parce que c'est un plâtre trop serré ou qu'on vous a mis un pansement trop important, soit parce qu'il y a eu un choc direct et un traumatisme sur la veine et donc il y a un caillot qui va se former à ce moment-là. Donc, c'est ces trois causes-là qui vont pouvoir déclencher une thrombose veineuse profonde. Donc, donc la grossesse, elle apparaît dans les lésions pariétales parce qu'effectivement, il y a une fragilité aussi des veines pendant la période de grossesse. Et puis, oui, dans les lésions pariétales, il y a aussi de iatrogène, hein, effectivement, quand on passe des perfusions de produits toxiques, on abîme les veines. Et d'ailleurs, c'est les thromboses des membres supérieurs, qui sont extrêmement rares, et ben, c'est quasiment 100% iatrogène, c'est lié à des perfusions ou à des produits qui vont avoir lésé la paroi de la veine et qui vont déclencher à ce moment-là une thrombose veineuse profonde du membre supérieur, en sachant que comme c'est des veines de plus petit calibre, elles embolisent peu, ça entraîne peu d'embolie pulmonaire et souvent beaucoup moins grave. Sauf quand ça commence à atteindre la veine cave supérieure, mais ça c'est quasiment que dans le processus néoplasique, parce qu'on a une compression à ce moment-là par une tumeur médiastinale de la veine cave supérieure. Oui. Et par exemple, une prise de sang ou par une infection comme on dit. Du coup, ça fait avoir des alors, si vous faites un prélèvement sanguin, non, à moins de laisser vraiment le garrot très longtemps, d'oublier ou de faire un pansement compressif trop serré. Mais la lésion de la ponction de la veine, en soi, ça ne peut pas entraîner la formation d'un caillot. C'est que si vraiment on laisse une perfusion en place, par contre, pendant trop longtemps, ou avec des produits toxiques qui vont être irritants pour la veine, que là, on va pouvoir avoir une thrombose. Oui. Par exemple, si on casse alors, membre supérieur, non, quasiment pas. Parce que même si vous avez une immobilité du coude, vous allez quand même bouger la main. Et là, quand vous bougez la main, il y a une contraction des muscles de l'avant-bras. Donc là, on n'anticoagule pas les immobilisations des membres supérieurs. Par contre, membre inférieur, systématiquement. Donc, ça va se rejoindre comme ça, vous voyez. Ben, quelqu'un qui a une intervention chirurgicale, donc on va évaluer son risque en fonction du degré d'immobilité que ça entraîne. Et effectivement, si c'est une intervention sur le membre inférieur, on va faire de l'anticoagulation prophylactique systématiquement dans les suites d'un traumatisme. Et on sera d'autant plus agressif que s'il y a des facteurs qui peuvent favoriser, à savoir des facteurs inflammatoires ou une pathologie néoplasique, ou alors, s'il est lui-même à risque, effectivement, si vous avez une, une immobilisation partielle du membre inférieur suite à une intervention chirurgicale, mais chez quelqu'un qui a déjà fait des thromboses veineuses profondes, on va être plus agressif sur l'anticoagulation. Pareil, s'il a une insuffisance veineuse, le fait d'avoir d'être en situation d'obésité, aussi, on sait que ça va favoriser la formation de thromboses. Et puis, les gens qui ont des thrombophilies héréditaires ou acquises, souvent, eux, ils sont anticoagulés au long cours, même en dehors de ces situations. Mais là, on va être très facilement dans du prophylactique, et plus on va rajouter d'autres facteurs, et plus on sera des fois à mettre du curatif, avant même qu'il y ait une thrombose avérée. Donc, la thrombose veineuse profonde, c'est ce qu'on appelle la phlébite dans le langage un peu plus courant. Donc, ça va intéresser le réseau veineux profond qui va être représenté en bleu lagon, là, hein, et avec le réseau veineux superficiel qui est en jaune. Donc, vous connaissez la veine cave inférieure,
les veines iliaques. À partir d'ici, on a un lieu au niveau des veines fémorales communes, les veines fémorales profondes, la fémorale superficielle, et puis on va avoir un réseau d'ampoules. Donc, en fonction du niveau où va se situer la thrombose veineuse, on a plus ou moins de risque d'embolie. Les thromboses sous-occupées, donc en dessous du petit bijou, embolisent moins que les thromboses qui vont être sur la partie supérieure de la veine fémorale. On considère que là, c'est des thromboses veineuses proximales avec plus de 50% de risque d'embolie pulmonaire, alors que sur ces deux thromboses veineuses distales, on va être à 30% de risque d'embolie pulmonaire. Et puis, donc, le réseau veineux superficiel avec la saphène interne, on les voit pas jusqu'au bout, on est là, la grande saphène interne, et puis la saphène externe. Mais vous voyez, il faut qu'il y ait une extension de la thrombose dans le réseau veineux profond pour avoir un risque d'embolie. Donc, ça reste que dans le réseau veineux superficiel. Et d'ailleurs, les thromboses veineuses superficielles, on les traite avec une anticoagulation prophylactique, pas curative, et des anti-inflammatoires et de la compression locale. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va suspecter une thrombose veineuse profonde? C'est des signes. Et en fait, plus que des signes, c'est des situations à risque. La moitié des thromboses veineuses profondes n'ont aucun symptôme. Donc, il ne faut pas le chercher uniquement quand il y a des symptômes. Donc, il faut y penser dans les situations à risque. Quelqu'un qui a été immobilisé et qui fait un malaise, peu de temps après, qui a eu un plâtre et qui fait un malaise ou une petite douleur thoracique, eh ben, il ne faut pas hésiter à penser qu'il a peut-être fait une thrombose veineuse profonde. Mais l'autre moitié des cas, heureusement, il y a quand même des symptômes. Donc, le premier, c'est d'avoir une douleur dans le mollet, des sensations de crampes, de pesanteur dans le mollet. On peut avoir un petit peu de fièvre. L'asthénie n'est vraiment pas un signe facile à interpréter, parce qu'il y a plein de pathologies qui viennent, et puis des fois, on peut être asthénique sans avoir forcément une pathologie. Le fait que le membre inférieur soit gonflé de façon unilatérale, sur de l'insuffisance cardiaque, quand vous avez de l'œdème, c'est les deux côtés en même temps. Hein. Il ne va pas y avoir une prédominance d'un côté par rapport à l'autre. Donc là, c'est le côté unilatéral. La diminution du ballon du mollet, donc ça, pour rechercher ça, c'est assez simple. On fait plier les jambes aux gens et on regarde, hein, enfin, on fait plier les deux et on regarde, on fait balloter les mollets. Et s'il y en a un qui ballotte moins, ça peut être un signe. Le fait que la température, donc c'est avec le dos de la main qu'on juge de la température cutanée de quelqu'un, et donc on regarde si la température est plus élevée au niveau du mollet que l'autre. Le fait qu'on déclenche une douleur en comprimant, et puis il y a le signe de moment, vous avez peut-être déjà vu rechercher, on plie le pied, on fait une flexion du pied, et si ça déclenche une douleur dans le mollet, ça peut être un signe de thrombose veineuse profonde. C'est pas très spécifique ni très sensible, mais enfin, ça fait partie des choses qu'on recherche à l'examen. Donc, comme le piège, c'est que dans la moitié des cas, il n'y aura aucun symptôme. La biologie, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien de spécifique. Souvent, on retrouve un syndrome inflammatoire. Et donc là, on arrive par contre sur un marqueur qui a une forte valeur prédictive négative. Donc, c'est intéressant. Quand il est négatif, ça veut dire que c'est bon, il n'y a pas de thrombose veineuse profonde, il n'y a pas d'embolie pulmonaire. Par contre, s'il est positif, ça peut être plein de pathologies. Donc, ce n'est pas forcément une thrombose veineuse profonde et une embolie pulmonaire, mais du coup, ça veut dire qu'il faut aller plus loin dans les examens. Hein. Donc, ça n'affirme pas le diagnostic, mais ça veut dire qu'il faut continuer les explorations. D'accord? Et c'est un peu variable. Alors, le souci, c'est que ce dédimère, là, il est positif dans pas mal de pathologies et il est notamment positif dans une situation qui nous intéresse particulièrement, où la thrombose veineuse profonde est un haut risque, c'est pendant la grossesse.
Donc, malheureusement, pendant la grossesse, ça ne va pas servir. Mais dans les autres cas, effectivement, quand un patient se présente aux urgences avec une suspicion d'embolie pulmonaire ou de phlébite, on va lui faire un dosage de dédimère. Et s'il est négatif, on s'arrête là. S'il est positif, eh ben, on ira là dans les examens. Alors, le collecteur veineux, pour la recherche de phlébite, c'est vraiment l'examen qui se réalise. Ça permet de visualiser le thrombus, de voir son extension et s'il a une entraîne occlusion complète ou partielle de la veine et jusqu'où il va clouer son extrémité supérieure. D'accord? Alors, dans la veine cave inférieure, au Doppler, c'est pas toujours évident, en écho-Doppler, c'est pas toujours évident de le voir, mais jusqu'aux veines iliaques, on l'explore. Ça permet aussi de voir le réseau veineux superficiel. C'est un examen qui est opérateur dépendant, ce qui veut dire que bah, si vous tombez sur un mauvais, il peut passer à côté, en gros. Et bah, c'est pas toujours facile parce que si on le recherche chez quelqu'un qui a un plâtre, on n'a pas toujours on a la possibilité de le retirer, ou qui a des pansements, des choses sous les pansements, c'est pas évident. Dans les situations d'œdème important, on a du mal aussi à bien visualiser les veines. Donc, il y a des situations où il ne faut pas hésiter à reproduire l'examen au bout de quelques temps. Si on a un fort doute, on met en route une anticoagulation, puis on refait l'examen quelques temps après. Donc, voilà ce que ça donne en écho-Doppler, enfin en échographie, là c'est pas du Doppler. Vous êtes un peu familier avec les images d'écho, pas du tout. Donc là, il faut imaginer que la sonde elle est en haut. C'est des sondes barrettes. Hein. Il y a deux formes de sondes. Il y a des carrés, plutôt pour les échos abdominales, cardiaques, fétales, c'est des sondes carrées. Et pour explorer les veines, c'est des sondes barrettes, donc qui sont assez allongées, un peu plus longues et étroites, et qui vont donc aller là-haut. Là, ici, ce qu'on voit, c'est le tissu, c'est l'épiderme, le tissu sous-cutané. Et ici, on arrive dans le vaisseau. Et comme souvent, on a artères et veines qui sont à proximité l'une de l'autre. Là, je vous dis, ici, c'est l'artère, et ici, c'est la veine. Donc là, on a la chance d'avoir un caillou qui est déjà relativement ancien, qui a commencé à se solidifier, et il est visible en échographie, et on voit la forme du thrombus qui flotte à l'intérieur de la veine. Donc ça, c'est un thrombus flottant. Donc là, on considère souvent qu'il a un risque embolique plus important, et on le voit à l'intérieur de la veine. D'accord? Mais s'il est plus précoce, eh bien, le caillot, on ne le verra pas. Et donc, pour essayer de voir s'il y a un caillot ou pas, ce qu'on fait, c'est que là, on est avec toujours la sonde euh, en haut. On n'appuie pas très fort et donc on voit l'artère et la veine. Et ici, on appuie avec la sonde. L'artère, comme il y a une forte pression à l'intérieur, elle reste incompressible dans la matière. Par contre, la veine disparaît. S'il y a un caillot dans la veine, elle ne disparaîtra pas, parce que même si c'est un caillot frais qui n'est pas encore organisé, on ne réussira pas à le comprimer. On voit, ben, vous voyez, là, celui-là, au départ, pareil, l'artère est là, la veine est là. On ne voit pas grand-chose à l'intérieur, mais par contre, quand on comprime avec la sonde, et ben là, on voit qu'on ne réussit pas à faire disparaître la veine. Donc, c'est qu'il y a du matériel à l'intérieur, c'est qu'il y a une thrombose. Donc, c'est comme ça qu'on fait le diagnostic. Ça va, c'est clair pour vous? Donc, en fait, en écho-Doppler, alors au niveau des fémorales, c'est très facile à voir. Hein, donc, c'est souvent là qu'on regarde assez facilement. Les vanilliaques, c'est un petit peu plus compliqué. Il ne faut pas que les gens aient trop de gaz ou trop de panicules adipeux. Hein. Quand le caillot est flottant, le cas précédent, Ouais. vous avez appuyé sur la veine avec les Doppler, ça va c'est le caillot et la veine va apparaître. Ah oui, non, mais pareil, il est flottant, mais du coup, on ne pourra pas comprimer complètement la veine. On verra aussi. Hein. Le caillot, Ah, le faire emboliser? c'est pas l'idée, mais est-ce que ça peut fausser le diagnostic avec le Doppler si on l'inscrit avec le caillot flottant? Non, 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 normalement, non. Non, après, effectivement, c'est toujours ce qu'on craint, c'est de ne pas le faire emboliser, mais
c'est pas, on n'a pas de cas rapporté où on est vraiment fait emboliser en appuyant. Ça, c'est quand même bien adhérent, hein, un caillot, c'est bien accroché. Il faut. Alors, tous les œdèmes inflammatoires des membres inférieurs ne sont pas des thromboses veineuses profondes. Un des diagnostics différentiels fréquents, c'est l'érysipèle, qui va lui aussi être unilatéral. C'est une infection streptococcique la plupart du temps du tissu cutané de la jambe. Ça donne une grosse rougeur, ça donne aussi de l'œdème, donc ça pourrait ressembler à une thrombose veineuse profonde, mais les gens sont beaucoup plus fébriles. Il y a un aspect un peu visant inflammatoire de la peau qui est un peu excessif, plus pour une thrombose veineuse profonde, même si ça peut s'y associer, hein, parce que forcément, quand on a un œdème comme ça, infectieux, ou vivant de la jambe, vous imaginez bien que les veines en dessous, elles sont comprimées, il y a de la stase et il y a un risque qui se forme par-dessus une thrombose veineuse profonde. Mais là, ça se traite avec des antibiotiques, éventuellement, effectivement, des anticoagulants, mais en prévention. Et puis, souvent, on va retrouver une porte d'entrée, une petite plaie cutanée, et puis des ganglions adultes. Les déchirures musculaires, ça va donner des douleurs dans le mollet, une perte du ballottement, éventuellement, ce qui est assez important. Mais ce n'est pas du tout les mêmes circonstances. Les thromboses veineuses profondes, ça ne donne pas des symptômes qui apparaissent lorsqu'on fait un effort en courant ou en montant un escalier. Habituellement, ça apparaît pas d'un coup brutalement comme ça. Les ruptures de kystopité, c'est plus rare. La phangite, par contre, ça, ben, effectivement, quand tu es sur une perfusion, pareil, ça peut ensuite entraîner le lymphodème. Vous voyez ce que c'est ou pas? C'est le cas le plus caractéristique, c'est les femmes qui ont été opérées d'un cancer du sein, qui ont un gros bras. Donc en fait, c'est le réseau lymphatique qui est obstrué ou qui a été endommagé. Et il y a de la lymphe qui s'accumule. Ça fait un espèce de gros œdème très mou, pas douloureux, mais qui devient important. Et ça, on peut avoir ça aussi au niveau des jambes. Ça se traite par du drainage et de la compression. Exactement. Et puis l'insuffisance veineuse chronique, bah, des fois, souvent c'est des gens qui ont fait des thromboses veineuses profondes auparavant. On peut s'interroger sur des aspects de veine très, très visibles et qui peuvent être douloureuses. Alors, donc, comme je vous disais, les thromboses veineuses superficielles, ça se traite essentiellement avec de la contention et des anti-inflammatoires, sauf s'il y a une extension au réseau veineux profond. Donc, il faut quand même faire un écho d'éclair pour s'assurer qu'il y a une intégrité du réseau veineux profond. Les thromboses veineuses du membre supérieur, c'est toujours quasiment lié à une perfusion, à du matériel, une chambre implantable, et chez des gens qui ont un terrain favorisant notamment néoplasique. Et puis là, on les traite avec un curatif, mais en sachant que le risque d'embolie pulmonaire est bien moindre. Et puis, ce que je vous disais, la seule qui peut engager vraiment le pronostic vital sans qu'il y ait d'embolie pulmonaire, c'est la fluide bleue. Donc là, ça veut dire que toute la jambe, tout le réseau veineux du membre inférieur est thrombosé, est obstrué. Et à ce moment-là, ça crée un œdème et ça va aussi comprimer les artères, tellement la pression est importante. Et donc, ça entraîne une nécrose, une ischémie aiguë. Et donc là, ça devient une urgence, effectivement, de traiter. Mais les gens sont très douloureux. La jambe est froide, hein, puisqu'ils sont en ischémie. Et à ce moment-là, ben, c'est des anticoagulants et éventuellement des incisions de décharge pour que les artères circulent. Donc, les complications de la thrombose veineuse profonde, ben, en premier lieu, ça va être l'extension du caillot. Plus il remonte haut, plus il a un risque d'emboliser et plus il y a un risque aussi d'entraîner des conséquences par la suite. Et notamment s'il remonte jusqu'à la veine cave inférieure, là, ça peut être dramatique parce que une thrombose cave inférieure, ça va entraîner des œdèmes par la suite. Et puis, si ça remonte jusqu'aux veines rénales, ça peut aussi entraîner une insuffisance rénale
terminale, hein, par thrombose des veines rénales. Alors ça, c'est ce qu'on faisait, mais on s'est rendu compte que c'était le meilleur moyen de justement de favoriser l'extension de la thrombose. Puisque, Mais une fois, alors oui, c'est ça, sur les embolies pulmonaires un peu sévères, enfin, comment, de gravité intermédiaire à élevée, on va laisser les gens 24-48 heures alités de peur qu'il y ait une nouvelle embolie qui les aggrave. Parce que, en fait, on meurt pas de première embole. Souvent, le premier caillot, il bouge quelques artères pulmonaires, et c'est la répétition des emboles. Et donc, quelqu'un qui a une embolie pulmonaire qui est de gravité au moins intermédiaire, on n'a pas envie de lui en rajouter un. Donc, on va éviter de les mobiliser, mais il n'est pas démontré que ce soit mieux, hein. On le fait, mais parce qu'avant, on les laissait au lit une semaine. Donc là, on est passé à 2 jours. Par contre, dans toutes les autres situations, si c'est une thrombose veineuse profonde, isolée ou une embolie pulmonaire pas grave, on sait qu'on fait bien mieux en les mobilisant parce que justement, ça va permettre de faire une circulation. ça devient plus on va utiliser la douleur. Exactement, et ça va effectivement, et ils permettent aussi aux anticoagulants d'arriver dans les zones thrombotiques. Résoudre spontanément une plébique sans traitement. Oui, on est tout le temps en train de détruire du caillot. Donc, il y a, sans traitement anticoagulant, il y a beaucoup moins de chance, hein, mais ça peut arriver. On peut très bien avoir fait une thrombose et l'avoir guéri sans avoir eu d'anticoagulant. Mais il y a plus de chances d'y arriver avec les anticoagulants. Donc là, vous mettez 30%. Moi, enfin, si c'est une thrombose veineuse proximale, c'est plutôt 50% d'embolie pulmonaire. Et la clinique, elle est très variable dans l'embolie pulmonaire. Ça peut donner des petites douleurs jusqu'à des très intenses. Je crois qu'on verra après, j'ai une plaque dessus. Et l'intensité de la douleur est souvent pas liée à la sévérité de l'embolie pulmonaire, parce que celles qui font le plus mal, en fait, c'est les très superficielles qui vont aller le plus loin dans les petites artères pulmonaires, parce que ça crée un infarctus au contact de la plèvre, ça c'est douloureux. Alors que les grosses embolies pulmonaires, elles vont plutôt être très dyspnéiques, pas bien, avec des sensations d'hypotynie et de malaise, mais pas forcément douloureux. Et donc, il faut retenir que l'embolie pulmonaire, ça tue. Il y a des complications iatrogènes. Le fait de donner des anticoagulants, ça augmente le risque hémorragique. Hein, on considère que quelqu'un qu'on met sous anticoagulant, à dose curative, on lui entraîne un risque d'hémorragie grave de 1% par an. C'est pas énorme, mais les hémorragies graves, ça veut dire 3 kilos de transfusion ou la nécessité d'une intervention chirurgicale ou éventuellement le décès. Hein. C'est pas juste un petit peu de saignement en brossant les dents. Et puis des complications chroniques, donc ça va être la maladie post-phlébitique. Donc là, c'est en gros quand on a complètement bousillé ces valvules sur la veine du fait de la thrombose. Et donc à ce moment-là, eh ben, le circuit veineux profond ne peut plus assurer le retour suffisamment. Donc, on sollicite plus le réseau veineux superficiel qui va se dilater, qui va avoir plus de pression, et on a de l'œdème, des douleurs au niveau de la jambe. Et puis après, les armes. Les complications chroniques, ça va être la récidive. Hein. Et donc, effectivement, dès que quelqu'un a fait une thrombose veineuse profonde, on sait qu'il a plus de risques, d'autant plus qu'il n'y avait pas de facteur favorisant. Quelqu'un qui fait une thrombose veineuse profonde parce qu'il est immobilisé au lit ou qu'il il a été plâtré, on va être prudent la prochaine fois qu'il est plâtré ou immobilisé. Par contre, quelqu'un qui fait une thrombose veineuse profonde sans facteur déclenchant, on va être beaucoup plus inquiet dès qu'il aura la moindre situation à risque, donc un trajet prolongé en avion ou alors ça c'est le musée des horreurs. Donc vous voyez ce que ça peut donner l'insuffisance veineuse là. Donc ça c'est une vraie maladie post-phlébitique.
C'est rare, moi j'ai quasiment jamais vu ça, heureusement. Euh, Ça, c'est des varices thrombosées, donc c'est le réseau veineux superficiel qui se thrombose, ça devient inflammatoire et induré. Là, on fait le diagnostic à la palpation. Les ulcères veineux, donc les ulcères liés à l'insuffisance veineuse, ils sont habituellement grands et uniques, alors que les ulcères artériels, quand c'est un défaut d'irrigation, il y en a des multiples et des plus, qui sont plus petits. Et la dermitocre, là-haut, ça vous le verrez assez souvent, ça se voit même assez fréquemment chez les patients âgés. C'est pas que lié à la maladie de thrombose veineuse, c'est quand il y a eu un peu d'hémorragie sous-cutanée, c'est de l'hémoglobine qui reste, qui teinte, qui pigmente le tissu cutané et ça donne une dermitocre comme ça, une coloration à la peau. Alors, on passe à l'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, on la diagnostique que si on y pense. Effectivement, à chaque fois que on, on- on a des embolies pulmonaires graves qui se compliquent, c'est parce que on a oublié d'y penser, alors qu'il y a plein de situations cliniques où il faudra y penser, et surtout dès que les gens sont dans une situation à risque. Donc il faut y penser et se souvenir que ça met en jeu le pronostic vital. Donc je vous ai dit, c'est parce que la circulation pulmonaire fait office de filtre, et donc le caillot qui arrive des membres inférieurs, même s'il est relativement gros, dans la veine cave inférieure, l'oreillette droite, le droit, tout ça, il n'y a aucun obstacle, donc il va passer sans problème, et il va arriver au niveau des artères pulmonaires, et là où ça va commencer à bloquer, c'est sur les premières bifurcations, donc un gros caillou qui peut se bloquer dans le tronc de l'artère pulmonaire au niveau de sa bifurcation, et puis après, il va, en fonction de sa taille, aller plus ou moins loin et boucher des artères lobaires, segmentaires, sous-segmentaires, et déclencher des embolies pulmonaires plus ou moins distales. Plus elle est distale, moins elle aura de conséquences sur l'oxygénation, puisque c'est un moins grand territoire pulmonaire, et aussi moins elle aura de conséquences sur le fonctionnement cardiaque, parce que le cœur, il va se retrouver, le cœur droit, il va se retrouver à fonctionner sur un obstacle. Et comment il fonctionne à combien de pression, le cœur droit? Oh, vous l'avez oublié déjà? On en a parlé la dernière fois. La pression artérielle pulmonaire normale, c'est combien? Parce que là, on va parler d'hypertension artérielle pulmonaire, il faut quand même savoir où est la normale, hein. En millimètres de mercure, hein. C'est pas beaucoup. C'est 25 à 30, la pression systolique dans le ventricule droit. Donc, alors qu'il y a 130 dans le ventricule gauche, hein, beaucoup moins. Donc, c'est un ventricule qui travaille. Et donc, on va parler d'hypertension artérielle pulmonaire dès qu'on dépasse 35, modéré à 40-45, qui devient sévère à partir de 50. Quand on a une pression systolique dans le ventricule droit ou dans l'artère pulmonaire, qui donc dépasse 35. Ouais, l'anatomie. Donc ça, vous avez vu, hein, déjà. Donc forcément, il y a une artère pulmonaire de plus à droite qu'à gauche, puisqu'il y a un lobe de plus. Donc les signes cliniques de l'embolie pulmonaire, ça va être une douleur différente de celle des douleurs d'angine de poitrine, puisqu'elles vont être plutôt latéralisées dans le thorax, hein, plutôt souvent effectivement vers le bas, elle est prolongée, elle est associée à une dyspnée, puisque effectivement il y a un défaut d'oxygénation.
au départ, ça peut être juste une dyspnée d'effort, et puis s'il y a plusieurs embolies qui va devenir plus grave, on va avoir une dyspnée au repos, puis ensuite une polypnée pour essayer de compenser l'hypoxie. Quand l'embolie pulmonaire commence à être sérieusement grave, on va avoir une hypotension, puisque pourquoi il y a une hypotension systémique à ce moment-là, donc au bras, dans l'embolie pulmonaire? Parce que c'est moyen liquide. Et constater que c'est moyen liquide. Voilà, donc comme il y a un obstacle à la sortie du cœur droit, il a du mal à assurer un débit suffisant. Et donc le cœur gauche qui fonctionne très bien, le problème c'est qu'il a beau mouliner, il n'y a pas assez de sang à arriver. Donc c'est une hypovolémie relative au niveau systémique qui entraîne une hypotension. Donc ça peut entraîner des sensations hypothymiques. Ça vous parle d'hypothymie ou ça ne vous parle pas? C'est quelque chose qui est Non, ça n'a rien à voir avec la thymie, donc c'est pas avec l'humeur. Une hypothymie, c'est une sensation, on va dire, présyncopale. Les gens qui ont un étourdissement, qui vont décrire ça un étourdissement, un vertige, qui perdent pas complètement connaissance. Donc ça, c'est déjà un signe de gravité, encore plus s'ils font une syncope. La description de l'embolie pulmonaire dans les traités de médecine du 19e siècle, c'est le patient, après une intervention ou un alitement, se lève, pousse un cri et meurt. Donc, effectivement, la syncope, ils n'en meurent pas tous, mais c'est un signe de gravité extrême de l'embolie pulmonaire. Ça veut dire qu'il y a un moment où ça ne circule plus tellement l'obstruction est importante. Et donc, là, il est temps d'agir très vite. Et puis, ça peut donner des crachats hémoctoïques. Donc, un peu comme aussi il y en a dans l'œdème pulmonaire, hein, des expectorations rosées, mais là, souvent, c'est un vrai caillot qui crache. Hein, ils ont une vraie hémoptysie, parce qu'il y a eu un infarctus, l'artère pulmonaire qui s'est bouchée a entraîné un infarctus d'une partie du poumon, et à ce moment-là, ça nécrose, et il y a un caillot qui peut être expulsé. Donc, c'est les signes qu'on recherche, si les gens, effectivement, quelqu'un qui a une douleur, qui est essoufflé, qui a craché un caillot, il y a des chances que ce soit une embolie pulmonaire. Pareil, on va retrouver comme dans la phlébite un peu de sphénécule, il y a un syndrome inflammatoire, une sensation d'ischémie. Au niveau des signes généraux, il ne faut pas attendre l'hypotension, il ne faut pas dire les normes tendues, ce n'est pas une embolie pulmonaire. Le premier signe, ça va être la tachycardie. Même sans que la tension chute, le cœur, comme il a un peu moins à mouliner, il va essayer de compenser le débit en s'accélérant, donc il y a une tachycardie. À l'auscultation, on n'entend rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de crépitant, il n'y a pas de sibilant, il n'y a pas de murmure vésiculaire, il reste strictement normal, il n'y a aucune anomalie auscultatoire dans l'embolie pulmonaire. Et dans les formes graves, quand le ventricule droit souffre à cause de l'hyperpression, on va avoir des signes d'insuffisance cardiaque droite. Vous savez ce que c'est, les signes d'insuffisance cardiaque droite? Il y a l'œdème des membres inférieurs, mais alors ça, c'est dans des formes vraiment évoluées chroniques. Il faut quelques jours pour que l'œdème apparaisse. Non. Non, au contraire, il va s'accélérer. Alors, vous avez, lors de la visite, vous n'avez jamais vu, on fait tourner la tête aux gens, on leur appuie sur le foie? Non. Donc, quand il y a trop de pression veineuse à l'entrée du sang, à l'entrée du cœur, pardon, on va avoir en premier lieu une turgescence de la jugulaire. C'est-à-dire que là, quand je parle, la jugulaire, elle a tendance à apparaître, puisque je mets une hyperpression dans le thorax, donc le retour veineux se fait moins bien. Mais normalement, quand on est au repos, assis à 42, enfin allongé avec le torse à 40 degrés, la jugulaire, elle est complètement plate. Elle se vide facilement le sang qui vient. S'il y a trop de pression à l'intérieur du cœur droit, la veine jugulaire va être apparente. Et l'autre signe qu'on cherche, c'est le reflux hépatojugulaire. Donc, chez des gens qui n'ont pas forcément la jugulaire apparente, quand on appuie sur le foie, on crée un retour veineux plus important depuis le bas du corps, hein, puisqu'on comprime le foie, on vide le sang du foie. Et à ce moment-là, si la jugulaire apparaît, devient saillante, c'est qu'il y a aussi une insuffisance cardiaque droite, puisqu'il y a trop de pression du côté de la jugulaire.
Donc ça, c'est des signes qui sont des signes de gravité. Au niveau de la biologie, ben pareil, les dédimères, toujours la même chose. Comment comment intéressant s'ils sont négatifs, ça permet de dire qu'il n'y a pas d'embolie pulmonaire et pas de thrombose veineuse profonde. Par contre, s'ils sont positifs, ça ne permettra pas de, de l'écarter. Et puis, on ne les fait pas si on a une forte probabilité. Il faut aller à des examens qui permettent de l'affirmer d'emblée. Ce n'est pas la peine de se mettre ça en confort. Donc, vous voyez, l'effet Schindler sur les gaz du sang, comme je vous mentionnais tout à l'heure. Et donc, quand on additionne la capnie à l'oxymétrie, on va avoir une PO2 ou PCO2 qui sont inférieures, quand on additionne les deux, inférieures à 100. Donc, ça définit l'effet Schindler, donc comme dans l'œdème pulmonaire. Donc, là aussi, on ne va pas être discriminant, on ne pourra pas le dire. La troponine et le BNP vont augmenter. Pareil, j'ai une mise en tension des parois du ventricule droit. Le cœur va fabriquer du NT-proBNP et du BNP. Donc, ça permettra. Alors, par contre, c'est souvent dans des niveaux beaucoup moins élevés que dans l'insuffisance cardiaque gauche. Le ventricule gauche, il produit plus de BNP que le ventricule droit, mais ça ne va pas être discriminant. Par contre, le fait que ça augmente, donc il y a des signes de souffrance du cœur, ça veut dire que c'est des critères de gravité. Donc, on va le prendre en compte dans le traitement et dans la surveillance. La radio pulmonaire, c'est pas la peine d'en faire si vous êtes sûr que c'est une embolie pulmonaire, elle sera normale, même elle peut être anormalement trop belle, puisque on supprime la circulation, donc c'est bien noir, quoi, hein, il n'y a pas du tout d'opacité à ce moment-là. Donc, les histoires des fonctions pleurales, tout ça, c'est oublié. La radio pulmonaire, c'est pas un bon examen. L'électrocardiogramme, par contre, c'est un examen important. Le composant qu'on va retrouver, c'est une tachycardie sinusale. Le cœur s'est accéléré, et ça, c'est très fréquent, mais ce n'est pas spécifique. Et on peut avoir des signes de surcharge du ventricule droit, c'est-à-dire soit on a un bloc de branche droit, c'est quand même assez, ça peut arriver, et sinon, un signe classique, tous les étudiants en médecine le cherchent, mais il est quand même très rarement là, c'est une grande ondesse en D1 et une onde Q en D3. Donc ça, on appelle ça le S1Q3, mais ça n'arrive pas souvent qu'on en ait un, donc c'est pas très important. Et puis, euh, quand on a un fort doute d'embolie pulmonaire ou surtout si elle est confirmée, on fera un échodoppler veineux puisqu'il faut rechercher la thrombose veineuse profonde à l'origine de l'embolie pulmonaire. Non, ben non. Il y a un bon nombre de cas où on ne retrouve pas la thrombose veineuse profonde, soit parce que tout le caillot a embolisé, soit parce que, notamment dans des situations post-opératoires digestives ou chez la femme enceinte, ça peut être aussi au niveau des veines abdominales, des veines utérines, que le caillot s'est formé. Donc, c'est pas tout, ça ne permet pas d'éliminer l'embolie pulmonaire. C'est-à-dire que si vous dites, je fais un échodoppler, s'il est normal, on pourra dire que ce n'est pas une embolie pulmonaire. Pas vrai. S'il y a des signes d'embolie pulmonaire, il faut aller au scanner ou à la scintigraphie. Donc, il y a deux examens importants qui permettent d'affirmer et de visualiser l'embolie pulmonaire. C'est l'angioscanner thoracique et la scintigraphie pulmonaire de ventilation-perfusion. Alors, vraiment, le mieux, c'est de loin l'angioscanner thoracique, mais il y a quelques cas où ça peut poser souci, notamment chez les femmes enceintes dans le premier trimestre, parce que là, on va entraîner une irradiation, et une irradiation importante sur un petit fœtus. Au troisième trimestre, c'est tant pis. Et si vous aidez à ce moment-là pour un scanner chez une femme enceinte, que ce soit pour une embolie pulmonaire ou autre chose, le truc à pas faire, c'est le truc idiot de mettre un tablier de plomb sur le ventre de la mère en disant je protège. Les rayons, ils rentrent, d'accord,
Et une fois qu'ils sont dans notre corps, ils vont avoir tendance à rebondir sur les structures osseuses et se disséminer dans le corps. Si vous mettez un tablier de plomb, d'une part, dans la partie où, si par malheur, vous avez mal centré, donc le tir des rayons X se fait sur le rayon, la machine va augmenter les rayons pour essayer de passer à travers le plomb. Donc, on va administrer plus de rayons. Bon, après, ça a été mal réglé. Mais même s'il n'y a pas ça, le fait de mettre un tablier de plomb, ben, on empêche les rayons de ressortir, les rayons ionisants, et donc ça va être pire. Donc, il faut pas mettre de tablier de plomb. C'est un appart. Mais sinon, donc, c'est de loin l'examen en première intention, et c'est surtout si on a une embolie pulmonaire grave, si les gens le tolèrent mal, donc font une hypothymie, une hypotension, il faut aller à l'aide. Donc, c'est pas invasif, hein, ça se fait sur une perfusion, mais il y a une injection de produits de contraste iodé, donc il faut s'assurer que les gens ne soient pas allergiques. Habituellement, je ne sais pas si vous savez, mais on ne peut pas être allergique à l'iode, hein, c'est un de nos constituants. Donc les gens, ils sont allergiques à la molécule qui est porteuse de l'iode, le produit de contraste. Et donc ce qu'il faut, c'est chercher à quel produit ils ont fait une allergie et on en utilise un autre. Et sinon, quand c'est sur des examens programmés, on leur demande de passer chez l'allergologue pour effectivement déterminer lesquels ils peuvent recevoir. Mais sinon, c'est quelqu'un qui dit que il est allergique au Visipac, on va injecter de l'Omnipac ou un autre produit de contraste pour pas avoir le problème de lavage. Ça permet de très bien voir les thrombus, notamment lorsqu'ils sont dans la partie proximale des artères pulmonaires. C'est un examen de scanner, il y en a un peu partout. Hein. Maintenant, c'est des appareils qui sont très, très disponibles. C'est un examen qui peut se faire en urgence. Faire un enjeu scanner pulmonaire, ça prend à peu près 5 minutes. Donc, et ça permet aussi d'éliminer d'autres pathologies du thorax. Ça permettra de voir le poumon, de voir s'il y a un pneumothorax, une dissection, enfin normalement, éventuellement un œdème pulmonaire, comme on a vu tout à l'heure l'image. Par contre, sur des embolies pulmonaires qui sont très distales, le scanner peut être pris à défaut. Et puis, donc, il y a le problème de la néphrotoxicité et de l'allergie avec les produits de contraste. Donc, voilà ce que ça donne comme image. Hein, donc, le scanner, c'est en poutre. Les images de scanner, c'est vous coupez la personne dans ce sens-là et vous regardez par en dessous. Donc, la droite est à gauche, la gauche est à droite. Et par convention, le devant est toujours en haut et le derrière, l'arrière est toujours en bas de l'image. D'accord? Donc là, on a l'aorte. Donc on est dans le médiastin au niveau des gros vaisseaux. Ici, on a l'aorte. Là, on a la veine cave supérieure. Et là, on a l'artère pulmonaire au niveau de sa bifurcation. On a l'artère pulmonaire gauche et l'artère pulmonaire droite. Et vous voyez, donc le produit de contraste, il permet de voir en blanc. Sinon, si tout serait noir, hein, le canot, je ne le verrais pas. Et là, donc, tout ce qui est blanc, c'est le sang qui circule avec le produit de contraste. Et tout ça, c'est le canot qui est venu obstruer l'artère pulmonaire droite. Et ça, c'est une grosse embolie pulmonaire hein, qui est quasi occlusive sur la fée droite. Vous voyez, elle s'est dilatée, du coup, hein, il y a une surpression à l'intérieur. Et puis, il y a du canot aussi en distalité, là, du canot qui est allé un peu plus loin. Et du truc noir, là, au milieu, c'est quoi Ça, c'est l'œsophage. Ah, ouais. Enfin, non, attends, je dis l'œsophage, non, c'est les bronches. On doit être sur les bronches, le verbe. Et l'œsophage, il est là, pardon. Et tout ce qui est blanc, c'est parce qu'il y a du sang qui circule. Alors, tout ce qui est blanc, c'est soit c'est du calcium, c'est de l'os, de calcification, du côte, du sternum, et sinon le blanc dans les vaisseaux, c'est le produit injecté. Et là, donc la hanche, comme elle fait une crosse, hein, on la retrouve ici, dans sa partie des selles. La scintigraphie pulmonaire de ventilation-perfusion, qui est aussi un bon examen pour l'embolie pulmonaire. Donc là, par contre, ça permet
pas de l'affirmer, on donne un degré de probabilité que c'est une embolie pulmonaire. Parce qu'il y a d'autres pathologies qui peuvent donner les mêmes anomalies que l'embolie pulmonaire à la scintigraphie. Mais si on a un vrai mismatch, donc s'il y a un défaut d'irrigation alors que la ventilation est normale, normalement, la probabilité est quand même très haute que ce soit une embolie pulmonaire parce que toutes les pneumopathies, les obstructions bronchiques, ça va donner un défaut aussi sur la ventilation et pas que sur la perfusion. Donc, ce qu'on recherche, c'est ça, c'est le mismatch, une zone de poumon qui est normalement perfusée, mais qui n'est pas perfusée, mais qui est normalement ventilée. Donc, c'est un examen qui permet de voir les petites embolies pulmonaires distales, c'est très sensible, mais c'est pas très spécifique. On peut se faire prendre sur d'autres pathologies. Donc, c'est ce qui est écrit là. En plus, souvent, les centres de médecine nucléaire, ils sont fermés la nuit. Mais par contre, chez une femme enceinte, ça va être moins irradiant qu'un scanner de faire une scintigraphie pulmonaire. Donc, les images, ça va être comme ça, vous voyez, c'est moins parlant. Donc là, on a la perfusion, donc l'injection du produit radioactif par la veine. Là, la ventilation, donc le produit radioactif inhalé par le patient. Vu que le poumon prend la radioactivité un peu partout. Et que là, par contre, j'ai un défaut triangulaire de perfusion. Donc, j'ai probablement une obstruction de l'artère pulmonaire qui irrite cette partie-là du poumon, alors qu'il est normalement rentré. Donc ça, c'est une scintigraphie de haute probabilité d'embolie pulmonaire. Ça peut être une façon de surveiller aussi pour voir par la suite si les gens ont conservé un trouble d'irrigation d'une partie du poumon, on peut faire une scintigraphie. Avant, on faisait des angiographies pulmonaires avant le scanner. Et ça, pour vous, ça paraît être, moi, j'ai connu ça, mais relevé du Moyen-Âge. Et donc, comme on ne disposait pas du scanner, on montait une sonde directement dans l'artère pulmonaire, donc on passait par la veine fémorale. L'arrière droite, le ventricule droit, on montait la sonde, c'est pas très compliqué, hein, dans l'artère pulmonaire, et on injectait directement le contraste dans les artères pulmonaires. Ça, c'est une angiographie normale, et donc ça permet de visualiser toutes les branches de l'artère pulmonaire. Là, c'est une grosse embolie pulmonaire. En fait, le caillot est là, il y a un gros diabète ici, l'artère pulmonaire elle est bouchée, et vous voyez, il n'y a aucune irrigation. Il n'y a que le lobe supérieur qui continue à être irrigué. Ça ne se fait plus en diagnostic. Par contre, ça revient un peu à la mode pour les embolies pulmonaires très graves, non pas tellement pour aller injecter à l'intérieur de la trace, mais soit pour aller injecter un fibrinolytique, un produit qui soit capable de dissoudre le caillot directement en contact, ou même on a des gros systèmes d'aspiration qui sont des gros cathéters qui permettent par un système un peu venturi d'aspirer les gros caillots qui sont dans les artères. Donc actuellement ça se voit peu, mais probablement dans les années à venir c'est quelque chose qui va se développer. Mais ce sera forcément pour des patients qui sont en niveau de soins continus ou intensifs de cardiologie, et ça se fait en salle de cathétérisme. Non, donc c'est un gros cathéter qu'on amène au contact, et en fait on injecte sous pression un liquide, et avec l'injection sous pression, ça fait un effet Venturi, vous savez ce que c'est? Pourquoi les avions volent? C'est l'effet Venturi. C'est une aile d'avion. C'est courbe sur le dessus, plat en dessous. Le fait que ce soit courbe sur le dessus, l'air passe plus vite au-dessus qu'en dessous. Donc en fait, les avions, ils ne volent pas, ils ne se reposent pas sur l'air, ils sont suspendus en l'air parce qu'il y a moins de molécules d'air au-dessus de l'aile qu'en dessous. Et quand on injecte un liquide dans la circulation pulmonaire aussi à haute pression, ce qui va se passer, c'est qu'autour, il y a moins de molécules, donc ça fait un phénomène d'aspiration. Ça permet d'aspirer plus. On a ça aussi avec les cathéters, il faut faire attention quand on retire, si vous mettez un cathéter un peu gros avec un mandrin à l'intérieur, si vous tirez vite le mandrin, ça va faire.
l'effet Venturi, l'aspiration, et on fait rentrer de l'air dans le vaisseau. Donc c'est pour ça qu'on ne tire pas trop vite pour pas créer l'effet Venturi. Voilà, bon, enfin, ça c'est vraiment sur des cas de niche, hein. Et donc les diagnostics différentiels de l'embolie pulmonaire, ça va être l'infarctus du myocarde, la péricardite, des choses qui donnent des douleurs. Et pour la dyspnée, ça peut être l'œdème pulmonaire, les pneumopathies, les pneumothorax. Et puis voilà, la tamponnade, pas tout à fait la même chose. Donc, quand ça évolue bien, ben, on a peu ou pas de séquelles. Si on a un infarctus pulmonaire complet, il y a un risque de surinfection. Donc, de temps en temps, on met les embolies pulmonaires sous traitement antibiotique pour éviter qu'il y ait une infection de la zone du poumon qui n'est plus irriguée. Et puis, ben, sur les grosses obstructions, retenir qu'il y a un risque de décès qui est quand même assez important. Mais on est toujours, il faut, sur une embolie pulmonaire grave ou de gravité intermédiaire, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un de présent au premier levé et idéalement que les patients soient scopés pour le premier levé, vérifier qu'il n'y a pas une récidive qui entraîne une surcharge de pression immédiate qui pourrait entraîner le décès. Alors, je vais avancer un petit peu vite, parce que, donc, vous voyez, c'est ça la turgescence jugulaire. Je ne sais pas si vous voyez, là, la jugulaire du patient. C'est pas normal de l'avoir comme ça. Donc là, c'est parce qu'il a une hyperpression. Là. À l'échographie aussi, on va avoir des signes. Le ventricule droit, normalement, il est plus petit que le ventricule gauche, puisqu'il fonctionne avec des pressions plus basses, il y a moins. Et donc, même le septum, quand le cœur se contracte, il va se bomber de la gauche vers la droite. Il y a plus de pression à gauche. Quand il y a une grosse embolie pulmonaire, le ventricule droit, l'oreillette droite vont dilater. Donc, un des signes de gravité, c'est de dire que le ventricule droit est aussi gros que le ventricule gauche. Ce n'est pas normal, il est plus gros à personne encore plus. Et on va avoir ce qu'on appelle un septum paradoxal, c'est-à-dire que le septum entre les deux ventricules va avoir tendance à se déplacer de la droite vers la gauche, au lieu que ce soit la droite. Donc, on a des signes, et de temps en temps, dans les embolies pulmonaires, on peut trouver aussi du caillot dans les cavités cardiaques, ce qui pose souci parce que là aussi, on a envie qu'ils solvent avant qu'ils partent dans. Tant qu'il est dans la cavité cardiaque, finalement, il ne pose pas trop de soucis. Et s'il part dans la circulation pulmonaire, qui va aggraver les choses de façon importante. Dans la valve pulmonaire, hein. Ouais, mais souvent, en fait, s'ils sont dans la cavité cardiaque, c'est qu'ils sont accrochés à quelque chose, ils sont pédiculés sur quelque chose. Et quand le pédicule lâche, là, il n'y a plus rien qui les arrête, c'est la circulation pulmonaire. Et donc, dans les formes chroniques, le risque, c'est que s'il y a eu beaucoup de caillots qui ne s'est pas dissous, eh bien, on conserve une hypertension pulmonaire au long cours, hein, et que les pressions restent trop élevées à l'intérieur de la circulation pulmonaire et que les gens restent essoufflés, gênés à distance. Donc, un patient qui a fait une embolie pulmonaire grave et qui reste gêné 2-3 mois après, eh bien, on fait des examens, on refait un scanner. Il y a quelques rares cas où on peut les envoyer à la chirurgie pour enlever les caillots qui restent dans les artères pulmonaires. C'est une chirurgie compliquée, il y a 2 centres en France, en gros, hein, qui le font. Voilà, dans ma carrière, il m'est arrivé d'envoyer quelques patients pour ça, parce qu'ils avaient un cœur pulmonaire. Alors, là, je vais passer assez vite. Et je voudrais vous parler de l'anticoagulation. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez beaucoup manipuler. Donc le préventif, on ne va pas trop l'aborder. Hein, donc vous aurez certainement à faire essentiellement des HBPM et maintenant un petit peu les anticoagulants directs en prévention prophylactique des situations à risque. Mais là, c'est des faibles dosages et il y a peu de surveillance biologique à envisager. Avec les héparines de bas poids moléculaire, quand même,
quand on fait des traitements prolongés, on surveille les plaquettes parce qu'on craint toujours la thrombopénie. Ça vous parle, hein, la thrombopénie induite par l'héparine? Théoriquement, il n'y en aurait pas avec les HBPM, mais par précaution, on continue quand même, quand on fait plus de 15 jours de traitement, à surveiller le taux de plaquettes de temps en temps. Avec les anticoagulants directs, il n'y en a pas. Il n'y a pas de problème de thrombopénie. Et donc, c'est pour ça qu'ils commencent à trouver une place dans le traitement préventif. Mais là, on va parler du traitement curatif, hein. Donc, l'idée, c'est d'aider le côté je détruis le canot, donc stopper l'extension de la thrombose veineuse et permettre la disparition du thrombus dans plusieurs semaines. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de quelqu'un qui a une thrombose veineuse profonde, qui a été vu à l'écho-Doppler, qui remonte jusque-là au niveau de la veine fémorale. Si vous lui demandez un nouvel écho-Doppler 3 jours après, eh ben, il y a de fortes chances que même s'il a été bien traité en traitement anticoagulant curatif, la thrombose elle soit un petit peu au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de retard, il y a un peu d'inertie dans le fonctionnement. Donc, il faut pas, c'est pas un échec du traitement anticoagulant. Ça ne va pas régresser tout de suite. Et même sur les premiers jours, si ça continue à s'étendre un peu, c'est pas que le traitement est pris à défaut. Donc, il faut attendre quelques semaines avant de refaire, habituellement, l'écho-Doppler, on le contrôle à 3 ou 4 mois, si on veut voir la disparition du thrombus. Donc, dès qu'on a confirmé le diagnostic de thrombose veineuse profonde ou d'embolie pulmonaire, il faut démarrer un traitement anticoagulant. Et quand on est sur une situation de très forte probabilité clinique, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient à 3 heures du matin aux urgences avec une jambe qui a été douloureuse, gonflée dans les suites d'un plâtre et qui maintenant a été soufflé, si le scanner est fermé ou en panne, eh ben on lui débute un traitement anticoagulant. Et puis, on fera le scanner et l'écho-Doppler le lendemain matin quand il fait jour. Mais on va le traiter par avance. On va pas prendre. Les thromboses veineuses, la durée du traitement, quand c'est une thrombose veineuse distale, donc sous-poplitée, en dessous du produit de bouffe, on est au minimum 5 semaines. Pour les proximales, on va être à 3 mois de traitement. Et l'embolie pulmonaire, c'est minimum 6 mois. Si elle a un facteur déclenchant, au bout de 6 mois, on peut arrêter. J'ai fait une embolie pulmonaire parce qu'on m'a mis un plâtre. Je suis traité pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, j'ai plus mon plâtre, j'ai retrouvé une mobilité. On m'arrête le traitement anticoagulant. S'il n'y a pas de cause favorisante, à ce moment-là, on se pose la question d'un traitement plus prolongé. Et ce qu'on fait maintenant assez régulièrement, c'est 2 ans de traitement anticoagulant, des fois à des doses un petit peu réduites, parce on sait que chez des gens qui n'ont pas de cause, quand on arrête le traitement anticoagulant, il y a un certain nombre de récidives. Donc c'est pour prévenir ça. L'inconvénient, c'est que quand on arrête au bout de 2 ans, il y a encore des récidives. Donc il y a quelques personnes à qui on laisse un traitement. Quand ils ont fait 2 embolies pulmonaires, par exemple, sans cause retrouvée, et ben eux, c'est des patients qui vont être en traitement anticoagulant à vie. Vous connaissez ça? Non. Les facteurs de coagulation? Ouais. C'est complètement acquis. C'est un peu moi, je suis obligé de le revoir aussi régulièrement. Donc, c'est des facteurs de coagulation. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le facteur 2, la thrombine, qui va permettre la transformation des fibronacées en fibrine. Donc, au bout de la cascade, le problème, c'est de ne pas avoir de la thrombine activée, le facteur 2 activé. C'est ça qui va créer du caillot. D'accord? Et il y a plein de facteurs qui vont intervenir dans cette cascade. Et donc, les traitements anticoagulants, ils interviennent à un endroit ou à un autre. Donc, le plus simple, finalement, c'est l'irudine. Et un des anticoagulants directs les plus anciens, qui est le dabigatran, qui sont tous les deux des anti-2A, donc qui vont intervenir au niveau de la fin de la cascade. Mais les irudines ont l'inconvénient d'être chères, difficiles à produire, et le dabigatran a donné des résultats cliniques qui sont moins satisfaisants que les 2 autres anticoagulants directs, qui fait que vous le verrez moins utilisé. C'est aussi dans la prévention de la fibrose
la thrombose dans la fibrillation atriale, et on utilise beaucoup moins le dabigatran. Donc finalement, on est assez friand des anti-DISA, qui sont donc le rivaroxaban et l'apixaban en anticoagulant oraux direct. Et puis, qui est beaucoup utilisé, c'est le séparine, qui elle agit à plusieurs endroits, qui ont un effet en deux, mais aussi un effet en. Mais pour avoir un effet anti-DISA, les héparines, elles doivent s'associer à un facteur que nous, on fabrique, qui s'appelle, vous avez, non? Vous avez une idée de ce que c'est? L'antithrombine 3. Donc, si on n'a pas d'antithrombine 3, on peut vous inonder d'héparine, ça ne va pas faire grand-chose, parce que l'effet de A est relativement faible. Donc, c'est quelqu'un qui est traité par héparine pour une thrombose veineuse profonde ou une embolie pulmonaire et qui s'aggrave avec un échec du traitement anticoagulant. Il faut penser que ça peut être. Donc, ça se dose. Le problème, c'est que quand on est sous anticoagulant, sous héparine, pardon, forcément, le taux d'AT3 va diminuer, puisqu'on entend ça au faire de l'antidisaf. Mais s'il est en dessous de 40%, c'est qu'il y a un déficit constitutionnel. Habituellement, c'est héréditaire, ça se transmet. Donc, c'est quand même repéré. Et puis, ceux qu'on a longtemps utilisés, les antivitamines K, qu'on utilise maintenant encore ou pas? Pas trop? Non. Oui. Ouais. Mais vous pensez? Ouais, la coumadine, ouais, tout à fait. Donc, c'est que ça existe encore. Alors, pourquoi on utilise encore ça? Oui, d'accord, mais tous, c'est pour fluidifier le sang. C'est tous des anticoagulants. Ceux-là, ils sont plus compliqués à utiliser et on les utilise encore. Il y a 2 cas où on les utilise. Mais c'est un problème cardiaque. C'est des prothèses valvulaires mécaniques. Si on vous met une prothèse biologique, il n'y a pas besoin d'anticoagulant. Si on met une prothèse mécanique en métal, à ce moment-là, il faut un traitement anticoagulant. Et les héparines, ça peut marcher. Le problème, c'est que les gens, ils vont passer comme c'est par voie injectable, ils ne vont pas se faire des injections toute leur vie. Et les nouveaux anticoagulants ont échoué à démontrer une efficacité pour la prévention des caillots sur les prothèses mécaniques. Donc, on ne peut pas les utiliser. On est obligé d'utiliser les AVK. Donc, la coumadine maintenant, parce que c'est avec une vie le plus longue, et avec un INR. Donc, l'INR, vous avez tous un INR à 1, et on cherche à être à un taux de 2,5 ou 3,5 en fonction du type de prothèse. Donc, ça, c'est encore un usage. Donc, vous verrez des patients qui sont sous coumadine parce qu'ils ont une prothèse mécanique et donc il faut leur faire un INR normalement tous les 15 jours. Vérifier qu'ils sont dans la cible. Et l'autre cas de figure, c'est l'insuffisance rénale. Parce que ça, et les HVPM, c'est à élimination rénale. Donc, si vous avez une insuffisance rénale avec une clairance en dessous de 30 ml minute, eh ben, on ne peut plus utiliser les anticoagulants directs ou on ne peut plus utiliser les HBPM. L'héparine non fractionnée, elle n'est pas à élimination rénale, on peut l'utiliser même chez les insuffisants rénaux. Mais pareil, c'est la calciparine par voie injectable sous-cutanée ou sinon c'est par voie intraveineuse. Donc c'est un peu compliqué. Ça va, ça vous paraît à peu près clair? Donc, dans la surveillance du traitement anticoagulant, cela, il n'y a rien à faire. On surveille juste la fonction rénale, puisque la dose, elle est définie par la pathologie, et pas par le gabarit du patient, ni la fonction rénale quand elle est au-dessus de 50 ml minutes. Entre 50 et 30, on va utiliser la dose réduite, mais au-dessus de 50, c'est toujours la même dose pour tout le monde. Là, donc, ça va être avec l'INR, et si on utilise HLF, il faut surveiller les plaquettes régulièrement, au moins une fois par semaine, ou sur les HBPM 2 fois par semaine. Et pareil, la fonction rénale de temps en temps, c'est qu'on est sur du long terme. Ensuite, sur les embolies pulmonaires graves, on va
pas à se contenter des anticoagulants, parce que comme je vous ai dit, l'effet, il n'est pas immédiat. Ça va prendre plusieurs jours, voire semaines, avant que ça disparaisse. Donc là, ça ne va pas suffire. Donc à ce moment-là, on fait un thrombolytique, une fibrinolyse, pour essayer de casser le caillot qui s'est formé. Donc là, c'est des médicaments qui sont administrés par perfusion. C'est des perfusions de 2 heures. En gros, on fait un bolus sur la première demi-heure et une dose d'entretien sur une heure et demie. Donc il y a des protocoles pour ça. C'est les mêmes qui sont utilisés dans l'AVC et dans l'infarctus. Dans l'infarctus du myocarde, c'est de moins en moins parce que on en parlera la semaine prochaine. On fait plutôt de l'angioplastie, mais il y a encore une petite place pour la thrombolyse dans l'infarctus. Mais il y a une place importante de la thrombolyse dans l'embolie pulmonaire. Par contre, comme à chaque fois, quand on utilise un médicament, il y a un prix à payer, qui n'est pas seulement le prix du médicament, mais le risque hémorragique. Et autant, il y a, je vous disais, 1% par an sur un traitement anticoagulant long cours. En aigu, c'est un peu plus que ça, qu'il va y avoir des hémorragies graves, mais avec un thrombolytique, c'est 1% d'AVC hémorragique quand on fait une thrombolyse en non-média, et l'AVC hémorragique, c'est quand même la catastrophe. Hein. Le plus souvent, des décès ou des troubles neurologiques graves persistants. Et donc, il faut effectivement évaluer et le réserver à des gens dont le pronostic vital est engagé par l'embolie pulmonaire. Et donc, ce qu'on utilise, c'est de l'activise, ou du RT, ça s'appelle du RTPA en générique, et donc sur des. Donc, c'est les gens qui ont des antécédents d'AVC hémorragique ou d'AVC ischémique récent, on ne pourra pas le faire. Et s'ils ont un saignement digestif récent, on sera aussi très prudent. Alors, ça, on va peut-être passer assez vite. Les héparines non fractionnées, on les utilise. Donc, c'est l'héparine qu'on dilue à la seringue électrique, hein, là où on met donc un nombre d'unités par jour, et c'est un seringue électrique en continu. Donc ça, l'élimination, elle est non rénale, donc on peut le mettre même à un patient dialysé, il n'y a pas de souci. Mais là, ah oui, il date un peu, en fait, c'est pas le TCA, maintenant, on n'a pas trop le TCA, mais c'est pas ça. C'est l'héparinémie ou l'activité anti-DISA qu'on mesure. L'héparinémie qui doit être aux alentours de 0,3 ou 0,4. Le TCA, c'était en fonction d'un témoin, et en fait, c'est pas très fiable. Donc, on ajuste la dose en fonction de l'héparinémie et de l'activité anti-DISA, mais ça oblige à faire des prélèvements très régulièrement, plusieurs fois par jour. Donc, en fait, on le fait pour les embolies pulmonaires graves dans les 24-48 premières heures où on sait qu'on va peut-être avoir une intervention à envisager ou une thrombolyse. Et l'intérêt de l'héparine, c'est quand on l'arrête, l'effet et ça stompe très rapidement. Ça peut se faire après en sous-cutané, c'est la calciparine. Et donc là, ça va être réservé aux insuffisants rénaux qu'on n'a pas encore passé aux antivitamines K. Le temps de faire le relais par les antivitamines K, on va être avec la calciparine. Les HBPM, ça c'est beaucoup plus utilisé, donc vous en connaissez. Pardon? Le Lovenox, ça, qui est le plus connu, et puis la Nunouette aussi, vous avez dû voir, qui a l'intérêt de pouvoir être fait en une seule injection, alors que le Lovenox, c'est en deux. Donc, c'est 1 à 2 fois par jour, mais l'inconvénient, c'est que c'est une élimination rénale, donc on ne peut pas l'utiliser. Il n'y a pas de contrôle biologique, sauf, je vous disais, quand même, on contrôle les plaquettes au bout d'un moment. Et puis, ça va être utile sur les premiers jours d'hospitalisation, mais on va éviter de laisser sortir un patient avec ces injections, sauf dans les situations de cancer évolutif, auquel cas, il n'y a pas d'autre indication. Donc, quelqu'un qui a fait une embolie pulmonaire et qui a un cancer évolutif, on va plutôt
rester aux HBPM. Il commence à y avoir un peu de place pour les anticoagulants directs, mais le plus souvent, ça reste. Donc ça, en tant qu'infirmier à domicile, c'est une activité courante de faire des injections d'HBPM à domicile de patients. Alors pareil, TCA oublié, hein, donc c'est toujours l'héparinémie et l'activité anti-BIPA. Et puis donc, comme je vous disais, une énumération pour vérifier les plaquettes et l'activité anti-BIPA. L'antidote, il existe. Effectivement, pour toutes les héparines, ça marche, c'est le sulfate de protamine. Moi, j'aime pas du tout les antidotes dans les anticoagulants. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est un argument majeur, hein, souvent, de dire, ouais, moi, je préfère cet anticoagulant parce qu'il y a un antidote, donc le jour où je saigne, ben, on peut faire quelque chose. C'est mis en avant ça a été mis en avant pour ne pas utiliser les nouveaux anticoagulants directs qui n'ont pas d'antidote spécifique. Les antivitamines K, c'est simple, vous injectez de la vitamine K, c'est l'antidote. Ça annule l'effet. Si on veut que ce soit très efficace, tout de suite efficace, ça ne va pas suffire. Il faudra injecter des produits de coagulation, ce qu'on fait aussi avec les anticoagulants directs. Et donc, pour les héparines, c'est le sulfate de protamine. Mais en fait, ce qui se passe, l'utilisation de l'antidote, c'est souvent, vous faites une chirurgie cardiaque, on met pas mal d'héparine pour pas que ça caillote dans le circuit extracorporel. Et en fin d'intervention, on injecte l'antidote pour annuler l'effet. On n'a pas eu de complications. Quand on est dans le cas où il y a une hémorragie, ça saigne de partout, ça commence à être la catastrophe. Donc on se dit, chouette, j'ai l'antidote, j'injecte l'antidote, et souvent ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le patient qui avait des complications hémorragiques, on va lui surajouter les complications thrombotiques, parce que la cascade a commencé à se déclencher, et donc avec l'injection ou l'administration de l'antidote, on se rajoute des problèmes supplémentaires. Là où il y avait un problème de patient qui saignait, on se retrouve avec un patient qui saigne et qui caillote. Et alors là, on est dans la merde. Voilà, donc l'antidote, moi, je ne le mettrai pas trop en avant pour l'intérêt des. Donc, ça, vous avez peut-être déjà eu des travaux pratiques là-dessus, des sites d'injection pour les. Vous avez eu ou pas? Ah, bien, quoi. Ah oui, parce que ça, c'est une catastrophe, hein. Le truc tout bête, je fais l'injection trop près de l'ombilic, ça peut tourner aussi à la catastrophe. Alors, surtout avant, quand on faisait des relais AVK, anticoagulants injectables, donc les patients, ils étaient quand même fortement décoagulés. Une injection de calciparine ou de HBPM dans le muscle, il faisait un hématome énorme, on était obligé d'arrêter tous les anticoagulants, il thrombosait sa prothèse mécanique. Donc, soyez très, très vigilants sur les sites d'injection. C'est pas grand-chose de prendre 2 minutes pour bien pincer la peau, le faire suffisamment latéral pour pas être dans le muscle, parce que ce geste anodin, il peut vraiment entraîner. Il y a longtemps, hein, ça, mais sur un relais, donc à l'époque, on utilisait des AVK, un patient qui devait se faire extraire une dent, il avait une prothèse mécanique. Donc il aurait encore des AVK à l'heure actuelle, il devait se faire extraire une dent, on fait un relais à l'époque, on allait avec de la calciparine. Il a eu un gros hématome, on a arrêté les anticoagulants, il a thrombosé sa prothèse, il est mort, quoi. Mourir pour une extraction dentaire, c'est quand même trop con. Donc, soyez vraiment vigilants et pas d'injection en intramusculaire chez tous les patients qui sont suivant anticoagulants. Méfiance avec tous ceux qui peuvent être agressifs pour le tube digestif. Les anti-agrégants plaquettaires, nous en cardio, on les utilise, on fait des associations d'anti-agrégants et d'anticoagulants. Mais il faut savoir que quand on rajoute un anti-agrégant à un anticoagulant, on double le risque hémorragique. Donc, ça paraît, autant on y réfléchit quand on rajoute un anticoagulant, on se dit, bah, il y a un risque hémorragique. Mais quelqu'un qui a un anticoagulant, si on lui donne 75 mg de cardégique en plus, qui paraît relativement élevé, eh bien, on vient de doubler son risque hémorragique.
Et puis, entre autres, enfin, on en reparlera la prochaine fois, c'est que les gens, ils ont des petits saignements partout. Et quand les gens ont des petits saignements partout avec un traitement anticoagulant, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils l'arrêtent. Parce que c'est chiant, quoi. Tous les jours, on se lave les dents, on saigne des gencives, ou on se blesse un peu. Et donc, si on entraîne des petites complications hémorragiques qui n'ont pas de conséquences, vitales, des fois, ça peut avoir de grosses conséquences parce que les gens. Donc, la thrombopénie à l'héparine, pareil, c'est rare, hein, c'est une thrombopénie immunoallergique, mais quand ça survient, c'est très grave, puisque là, à ce moment-là, il y a un risque thrombotique majeur. Alors, c'est paradoxal, hein, c'est-à-dire c'est induit par un anticoagulant. Si on dose les plaquettes, elles sont effondrées, et par contre, les gens caillotent de partout, parce qu'en fait, ils consomment leurs plaquettes pour fabriquer du caillot un peu partout. Et donc, il faut le prévenir et vérifier qu'il n'y ait pas une diminution de plus de 20%, pardon, 40% des plaquettes euh, sur le prélèvement, entre deux prélèvements. Et si ça diminue de plus de 40%, et ben à ce moment-là, il faut arrêter l'héparine et passer à une irriguée. Ça, je passe. Sinon, ça, on a vu. Oui, les antibiotiques, c'est de la mort au rat, hein. Quand vous mettez de la morora chez vous, si vous avez des souris, c'est des AVK. Mon chien, il en a bouffé récemment, donc je lui ai donné des vitamines K pour éviter qu'il fasse une hémorragie. Mais voilà, donc là, l'antidote, on l'a, c'est nouveau. C'est possible. Donc, effectivement, celui qui a utilisé maintenant, c'est la coumadine parce qu'il a une durée de vie longue. Et vous verrez encore des patients sous Préviscan qui ont une demi-vie un peu plus courte, mais qui est moins bien. À l'heure actuelle, les gens à qui on met une prothèse mécanique, les prothèses mécaniques, c'est plutôt réservé aux gens jeunes parce que ça a une durée de vie limitée, alors que les prothèses biologiques qui ne nécessitent pas de traitement anticoagulant euh, ont une durée de vie d'une quinzaine d'années. Donc, on va mettre des prothèses mécaniques à des gens de 65 ans, moins de 65 ans. Et du coup, on leur fait une éducation thérapeutique. Nous, c'est les infirmières du service qui font, qui leur apprennent donc, comment ça fonctionne en traitement anticoagulant. Et ils se font des autotests d'INR à la maison. Donc, ils ont une fois par semaine, ils se piquent au bout du doigt et ils se font un INR avec un Coagucheck, ça s'appelle, à la maison. Et une fois tous les 6 mois, ils vont au laboratoire faire quand même un INR, vérifier que leur appareil n'a pas de déviance par rapport à la norme du laboratoire. Mais ça leur a simplifié nettement la vie, hein, puisqu'ils n'ont plus besoin de se rendre au laboratoire. Donc là, maintenant, chez les gens jeunes, c'est très facile. Donc les antivitamines K, quand on les utilise dans l'embolie pulmonaire, la cible ou dans la thrombose profonde, la cible, c'est 2,5. Et donc, il faut que l'INR soit entre 2 et 3. En dessous de 2, il y a un risque de prendre de planète. Et en dessous de 3, le risque hémorragique augmente sans qu'on ait de bénéfices supplémentaires en termes de prévention de thrombose. Donc, on essaie de les maintenir dans cette zone-là. Le problème, c'est que c'est des antivitamines, donc ça marche par une cascade. Vous prenez de la coumadine, ça va vous empêcher de fabriquer des facteurs de coagulation 7, 9, 11, mais si vous mangez plus de vitamine K, il vous faudra plus de coumadine. Si vous en mangez moins, il vous en faudra moins. Donc les gens, il faut les prévenir qu'il va y avoir une saisonnalité, que pendant l'été, le printemps, il va falloir qu'ils prennent plus de coumadine et que l'hiver, probablement, ils auront une dose un peu plus réduite parce qu'ils mangeront moins de crudité et qu'ils auront moins de vitamine K. Et puis, il y a 2 aliments à proscrire, vous savez. Je dis 2, c'est surtout un d'ailleurs. Non, pamplemousse, c'est un inducteur enzymatique, ça c'est le cytochrome P450, c'est pour quelques médicaments, mais c'est pas pour les AVK. Non, il y a un aliment qui est très riche en vitamine K et c'est le chou. Il y a beaucoup de gens que ça ne frustre pas, mais le chou vert, c'est vraiment à éviter. Alors, surtout le chou vert.
La choucroute, je ne sais pas. Moi, je suis là. Mais après, par contre, il ne faut pas être restrictif. Il faut que les gens qui puissent s'alimenter, il ne faut pas leur interdire les crudités, ce serait une erreur, hein. Et leur dire, bah, tant pis, vous faites un peu plus souvent des INR et des tchèques chez vous, et puis vous adaptez votre dose de coumadine, et puis vous alimentez. Alors, je ne sais pas si vous faut. Alors, le traitement, je me sers de la plaque, mais c'est plus comme ça. Les embolies pulmonaires, les thromboses veineuses profondes, en dehors de la fibre bleue, hein, même quand elles sont assez proximales, l'idée, c'est de ne pas les hospitaliser, parce que c'est le meilleur moyen pour qu'ils soient immobilisés, qu'ils en fassent mal. Donc, on les renvoie à domicile. Et pareil pour les embolies pulmonaires qui ne sont pas graves, pour lesquelles on a une explication, s'il n'y a pas de bilan à faire, ils arrivent aux urgences, on fait l'angioscanner et on les renvoie à la maison avec un traitement anticoagulant. Parce que plus ils vont être mobiles et ambulatoires, et moins ils auront de séquelles par la suite. Et on ne fera pas mieux parce que avec les anticoagulants directs, on fait la même chose en hospitalier qu'à la maison. Donc l'idée maintenant, c'est ceux qui n'ont pas de signe de gravité, on les renvoie à la maison, que ce soit embolie pulmonaire ou thrombose veineuse profonde. Par contre, il faut quand même prendre le temps de leur expliquer qu'on leur a mis un traitement qui fait saigner, que s'ils saignent, ce n'est pas une complication du traitement, donc c'est l'effet primaire, et que, donc il ne faut pas qu'ils arrêtent, qu'ils aillent consulter leur médecin et qu'ils revoient avec eux. Mais, donc ça, on a tous un travail de prendre le temps d'éduquer les gens et de ne pas les laisser en disant voilà l'ordonnance, débrouillez-vous, vous passez à la pharmacie. Voilà, donc il faut faire cette éducation. Il faut leur expliquer en fonction du type d'anticoagulant ce qu'ils auront à faire. Et puis, effectivement, quelqu'un qui est sous anticoagulant, s'il fait de la boxe, bah, il arrête la boxe le temps de traitement anticoagulant. Et qu'il ait aussi toujours sur lui son ordonnance ou un carnet de traitement anticoagulant à présenter si on doit lui prescrire un autre médicament, si on doit lui faire un examen, qu'on évite de lui faire une intramusculaire. Donc, les signes comme quoi ils ont peut-être un surdosage en traitement anticoagulant, bah, c'est l'épistaxis, c'est la gingivorragie, d'avoir du sang dans les urines, un méléna ou des hématomes spontanés. Tout ça, ça doit faire suspecter un surdosage. Alors, en antivitamine K, mais avec tous les anticoagulants, hein. Donc ça, il faut aussi expliquer aux gens. Alors, habituellement, les pistaxis sont des parents pas inquiets, ils vont consulter, hein. Ils ont toujours l'impression d'avoir perdu beaucoup de sang avec ça, même si ce n'est pas le cas. Les maturés aussi, normalement, ça inquiète. Par contre, le méléna, si on n'en parle pas, les gens, ils passent à côté, hein. Donc, je passe. Alors, dans les traitements, donc, non, donc ça, bon, oui. Non, juste, du coup, je vous ai pas dit pour les anticoagulants directs, donc que ce soit le rivaroxaban ou l'apixaban, donc l'Eliquis ou le Xarelto, c'est pas les mêmes doses que dans la prévention du thrombus dans la fibrillation atriale. Le rivaroxaban, normalement, on l'utilise à 20 ou 15 mg dans la FA, c'est ce que vous avez dû voir le plus souvent, en une seule prise. Dans l'embolie pulmonaire, on leur donne 15 mg 2 fois par jour, donc 30 mg pendant 3 semaines, 21 jours, et après, ils passent à 20 mg pendant 6 mois. D'accord? Donc la dose pleine de la FA pendant 6 mois, mais après 3 semaines, de 1,5 fois la dose de la FA. Et pour l'apixaban, normalement c'est 5 mg ou 2,5 mg quand on a une insuffisance rénale. Dans l'embolie pulmonaire, ils vont prendre 2 fois 10 mg pendant 7 jours et après ils passent à 2 fois 5 mg pendant 6 mois. D'accord? Donc, c'est des schémas qui sont différents. Comme on fait du traitement ambulatoire, il ne faut pas se planter et mettre 3 semaines avec l'apixaban.
Donc, il y a de la place aussi pour de la contention veineuse, même si les études n'ont pas démontré une grande efficacité. Ça a quand même un effet antalgique. Ça prévient probablement l'insuffisance veineuse, en tout cas du réseau veineux superficiel. Et donc, c'est plutôt euh, de mettre des bas et pas uniquement des chaussettes. Et plutôt de la classe 2. La classe 3, on peut leur donner aux gens. Ils ne la mettent pas parce que c'est l'enfer. Ah ouais, à mettre, c'est pas possible. Et déjà, la classe 2, chez les gens âgés, c'est compliqué. Donc, ouais. Et chez les gens qui ont fait une thrombose veineuse profonde, qui vont prendre l'avion, faire un voyage en voiture prolongé, à ce moment-là, une classe 1, c'est bien parce qu'au moins, ils peuvent l'enfiler tout seul. Et surtout, leur dire de bouger et de pas rester où. Je passe. Non, je voulais juste. Alors, juste deux petites choses encore. Il y a l'embolie paradoxale, hein. Je vous disais, les poumons, c'est un filtre. Mais vous m'avez parlé du FOP la dernière fois, je ne sais plus. Non? Non, ça ne vous dit rien. Le foramen ovale perméable. Pendant la. Si, je crois que je vous en ai parlé, hein. Donc, c'est entre les deux oreillettes, il y a le septum interatrial, qui est en fait, pendant l'organogénèse, pendant la fabrication du cœur, en fait, c'est deux cloisons qui viennent se superposer. Donc, il peut y avoir des trous à l'intérieur quand ça ne s'est pas bien fonctionné, mais quand ça ne s'est pas bien fabriqué. Mais par contre, on a tous, pendant la vie fœtale, ces deux cloisons qui sont maintenues à distance l'une de l'autre, parce qu'il y a plus de pression dans l'oreillette droite, parce que le sang oxygéné, il arrive là, du coup, dans l'oreillette droite, puisqu'il arrive du placenta par la veine cave inférieure dans l'oreillette droite. Il y a plus de pression dans l'oreillette droite que dans l'oreillette. Et donc, ces deux cloisons, elles sont maintenues à distance. Le sang oxygéné, ça lui permet de ne pas passer dans le ventricule droit et dans la circulation pulmonaire, ça ne sert à rien pendant la vie fœtale. Et il va directement irriguer les organes en passant oreillette gauche, ventricule gauche. Donc, c'est un shunt qu'on a tous pendant la vie fœtale qui est très utile, d'accord, qui va éviter un circuit long au sang oxygéné. Dès qu'on est, dès la naissance, et qu'on prend une première inspiration, brutalement, le fait de déployer les poumons, ça fait une aspiration dans la cavité droite, donc la pression chute à l'intérieur de l'oreillette droite, et ces deux cloisons qui sont maintenues à distance, elles viennent se fermer l'une sur l'autre parce qu'il y a plus de pression à gauche qu'à droite. D'accord? Puisque là, vous suivez. 80% d'entre vous, cette cloison, elle est soudée, maintenant, elle ne bougera plus. Elle ne peut plus s'élever. Et puis, il y a 20 à 30% de la population chez lesquelles la cloison ne s'est pas soudée. Donc, elle peut se réouvrir. Dans toutes les situations habituelles, on a plus de pression à gauche qu'à droite, donc c'est bon. Sauf que si je fais une manœuvre de Vassalva, donc en gros, de pousser fort pour un effort d'exonération ou lors d'un accouchement ou en poussant fort, et ben là, je vais augmenter en bloquant la pression intrathoracique, ma pression dans les cavités droites, et je peux réouvrir, donc 20 à 30% de la population ont ce foramen qui peut se réouvrir, qui s'appelle un foramen ovale perméable, un FOP, qui peut se réouvrir quand ils font une hyperpression dans le thorax. Si je fais une embolie pulmonaire, j'ai une thrombose veineuse profonde, j'envoie un caillot, et qu'est-ce qui se passe? Je fais monter mes pressions à droite ou à gauche. On ne me dit pas à gauche, hein. Je fais monter mes pressions à droite si je fais une embolie pulmonaire. D'accord? Donc, c'est comme quand je pousse très fort. Je fais une embolie pulmonaire, j'augmente mes pressions à droite. J'ai un foramen ovale perméable à 30% de la population. Le prochain caillot que j'envoie, si j'ai une hyperpression droite, il peut passer dans l'oreillette gauche. Il passe dans l'oreillette gauche, dans le ventricule gauche, et je peux faire un AVC. C'est ce qui s'appelle un embole paradoxal. Donc, effectivement, quelqu'un qui fait une embolie pulmonaire et derrière un AVC,
ben, il y a de fortes chances que ce soit parce qu'il a un foramen ovale perméable. Et ça peut être une indication à aller fermer, mettre une espèce de double ombrelle pour le faire. Donc ça, c'est un cas particulier, mais qui finalement peut concerner quand même. Et l'autre, moi, j'aime bien les petites techniques invasives parce que c'est mon activité. Chez les gens qui ont une contre-indication au traitement, j'ai presque fini là, si vous voulez. Chez les gens qui ont une contre-indication au traitement anticoagulant, surtout si elle est temporaire, ou alors chez qui il faut interrompre le traitement anticoagulant pour une opération, on peut être amené à mettre un filtre câble, donc vous voyez ce petit dispositif-là qu'on voit là, qui ressemble à une ombrelle, un parapluie sans la toile, donc juste le branche du parapluie, dans la veine cave inférieure, pour bloquer les caillots qui remontent. Donc c'est assez simple à mettre, hein, si on fait une ponction au niveau de la veine fémorale, on vérifie qu'on est en dessous des veines rénales pour que si le filtre absorbe beaucoup de caillots, ça ne bouge pas les veines rénales. Donc on essaye de mettre la tête au niveau des veines rénales. Et puis il est comprimé dans une gaine, on retire la gaine, il se déploie, il a des petites griffes, il se plante dans la paroi de la veine cave. Il est provisoire. C'est-à-dire qu'on peut aller, alors, on peut les mettre par la veine fémorale, mais quand on va les rechercher, on passe par la veine jugulaire. Et on arrive avec une gaine aussi qui permet de les recapturer, on les retire. Donc moi, j'en mets quelques-uns. Ça va être des patients qui font une hémorragie cérébrale, par exemple. L'hémorragie cérébrale, ils sont alités forcément. Ils font une thrombose veineuse profonde, une embolie pulmonaire. Ils ont une contre-indication aux anticoagulants, mais qui est transitoire. On met le filtre câble. Et puis, 3 mois après, une fois qu'on peut de nouveau leur redonner des anticoagulants ou alors qu'ils se mobilisent, eh ben, on retire le filtre câble. Et parce que le filtre câble, il a juste l'obligation de les maintenir, mais à un moment donné, il n'y a pas de risque, juste de se boucher. Si, il peut se boucher. Mais boucher la veine cave, c'est emmerdant, mais on n'en meurt pas. Alors que là, le risque, c'est qu'un patient non anticoagulé avec une embolie pulmonaire, ben, il en refait une et puis ça finit par être létal. Il y a ça et l'indication, donc le rangement des hémorragies cérébrales, c'est quand même pas très fréquent. Et sinon, le cas de figure, c'est on a des patients qui font une embolie pulmonaire parce qu'ils ont un cancer et il faut opérer le cancer rapidement. Sauf que c'est un cancer gastrique qui risque de saigner, donc on arrête les anticoagulants, on met un filtre câble le temps de la chirurgie, et puis on en retire après. Voilà, c'était à peu près ce que je voulais vous dire, mais retenez quand même que ça c'est, donc tout ça vous avez sur le diaporama, que c'est une pathologie qui peut devenir très fréquente si on ne fait pas de la prophylaxie. Donc, ce sera une bonne partie de votre métier de faire de la prévention de la thrombose veineuse et qu'il faut toujours y penser. Une catastrophe, c'est quand on ne pense pas. Juste, je finis sur une note pas très gaie. Quand je vous disais que j'avais eu des histoires dramatiques, on a eu il y a 2 ans au GHBS une jeune femme qui était rentrée, elle était à 7 mois de grossesse, je crois. Elle rentre pour un tableau typique d'embolie pulmonaire. Elle est à 6 ou 7 mois et donc d'emblée, on ne fait pas le scanner. Enfin, elle rentre aux urgences de Quimperlé. L'urgentiste a un peu. Il n'a pas réussi. Il n'a pas de... Merci. Donc, l'urgentiste hésite à faire un scanner en se disant 6-7 mois, est-ce que je ne vais pas irradier le fœtus inutilement? On démarre quand même un traitement. La dame est rapatriée en réa ici. Elle est surveillée, elle va bien. Finalement, elle a son scanner qui confirme qu'elle a une embolie pulmonaire. Le traitement est mis en route. Et puis en réa, ils ont besoin de place. Et donc là, le week-end, ils la sortent de réa et elle part en grossesse patho. Pas non plus. Sauf que grossesse patho, il n'y a pas de scope, hein, il n'y a pas de moyen de surveillance évident. Le matin, elle va bien. Elle est vue par, je ne sais plus si c'est la tuère ou la sage-femme qui passe. Et autour de l'infirmière, genre une demi-heure plus tard, retrouvée en arrêt. Donc elle s'est élevée. Elle a refait une embolie, elle s'est arrêtée.
Donc, c'est parti, on est allé jusqu'à lui mettre une ECMO, donc une circulation extracorporelle, tout ça. Elle est jamais repartie et on a perdu le fœtus.